Bon, eh bien, je vais faire un exposé introductif à un abord psychanalytique des notions dont parle Grothendieck, comme vérité, substance, réalité, yin et yang ou créativité. Bon, à partir de Récolte et Semailles, de La Clé des songes et d'autres textes de 1990, et puis aussi j'ai commencé à travailler des notions mathématiques qu'il a utilisées ou inventées avec un espoir qui est venu en fait de deux côtés. L'association à laquelle j'ai longtemps participé a organisé 2 colloques sur Grothendieck et Lacan, interrogeant des liens possibles entre les deux. Et un psychanalyste de celle où je travaille maintenant, Patrick Gauthier-Lafaille, donc, a écrit un livre avec Alain Caunes sur ce que Grothendieck pourrait apporter à la psychanalyse autour de l'idée que l'inconscient ne serait pas tant structuré comme un langage, selon la formule de Lacan, que comme un topos. Le topos serait représentable par une scène et ses coulisses, ce qui illustre clairement les rapports du conscient et de l'inconscient freudien. C'est alors les questions, le langage est-il un topos, le topos un langage, le langage disparaît-il dans le topos ou inversement? Nous sommes un certain nombre de psychanalystes que ça a mis au travail et je m'intéresse particulièrement à l'approfondissement du lien entre la libido et la rationalité, à laquelle un sujet adhère. Car c'est un point qui a besoin d'être mieux compris pour traiter les problèmes cliniques nouveaux auxquels la psychanalyse est confrontée. J'affirme ça à partir de l'autisme, particulièrement. Freud n'en connaissait pas l'existence et la plupart des psychanalystes, dont Lacan, l'ont peu traité. Les associations de psychanalyse renaclent plutôt à en tirer des enseignements car ils contredisent leur doxa sur certains points, même si en fait ça permet de l'approfondir. Le renouvellement auquel Grothendieck tient tant rencontre des résistances évidentes. Mais il y a aussi d'autres questions psychanalytiques qui sont couramment occultées ou traitées dans des termes insuffisants autour de cette question de rationalité et libido. Et puis, enfin, la possibilité de prendre en compte les sensibilités rationnelles de différents psychanalystes importants, leurs théories, sans faire de l'ensemble un éclectisme, pourrait gagner à mieux comprendre les enjeux d'une rationalité qui n'applique pas le principe du tiers exclu. L'occultation dans le savoir est le 3e point qui accompagne le savoir et révélation de mon titre. C'est la question de l'inconscient, justement, et du refoulement en psychanalyse, et du mal qui surgit de l'oubli, fondamental dans le questionnement de Grothendieck, surtout dans Récolte et Semailles. Elle lui est apparue par sa découverte qu'il y avait d'abord du refoulement, d'abord chez les autres, et puis finalement aussi en lui, et puis ensuite parce qu'il lui a semblé un enterrement de certaines de ses notions et de la portée de son œuvre mathématique, alors qu'il pensait avoir été guidé par un sens aigu et omniprésent de la beauté d'une cohérence parfaite et souveraine, en même temps que par des biais évidents et secrets pour entrer dans l'intelligence intime des choses qu'il appelait, comme le fait de concevoir la beauté comme une haleine. L'idée que les autres acceptent le mal lui semblait encore plus scandaleuse que son existence même, ce qui montre les enjeux douloureux de socialisation du thème. Il reconnaît à propos de ses relations difficiles aux autres qu'il a probablement manqué de l'expérience d'un père. La psychanalyse a montré depuis Freud le rôle structurant du père dans l'articulation du bon, auquel le sujet cherche à identifier son moi, au mauvais rejeté dans le même mouvement. Grothendieck, lui, il a fini par discerner le bien et le mal dans le cadre d'un rapport à Dieu qui concerne tout l'univers, qu'il voit comme l'esprit où se manifeste la liberté créatrice. Il concilie son rapport personnel entre le bien et le mal par l'idée que Dieu le respecte trop pour lui avoir donné une mission confortable. Enfin, l'écologie à laquelle il s'est consacré un temps met aussi en évidence les conséquences nocives du savoir dont l'application ne pense pas ce qu'elle va faire disparaître, ruinant ainsi le bon et le bien prétendument recherchés. Grothendieck a thématisé l'effacé du savoir comme la réceptivité accueillante aux idées dans la recherche créatrice, féminine, yin, nécessaire à l'effort masculin, yang, de pénétration et de recherche de formulation de l'inconnu, alors que seul le résultat final masculin est reconnu et valorisé. Il parle aussi des conséquences nocives de l'analyse qui découpe en des objets et des champs séparés ce qui formait une unité qui s'en retrouve détruite.
Ce point concerne aussi son rapport à la psychanalyse, puisque celle-ci, comme son nom l'indique, est du côté de l'analyse. Pour faire apparaître de l'inconscient, le psychanalyste cherche à délier des liens qui font tenir notre discours conscient, alors qu'il laisse normalement à la charge de l'analysant la liaison synthétisante, qui est généralement une pente spontanée de la rationalité, reliant et unifiant des éléments séparés. La synthèse suppose des choix que le psychanalyste ne doit pas faire pour le psychanalysant, puisqu'ils impliquent son désir et des valeurs qui sont eux-mêmes partiellement cachées, ne serait-ce que par l'existence de l'inconscient. Grothendieck choisira la primauté de la synthèse structurante en ne faisant pas de cure psychanalytique et en se contentant de passer par la méditation écrite en se fiant à la libre association des idées. Mais il considérait Freud comme un des seuls penseurs mutants de l'humanité ayant complètement modifié l'idée de ce qu'on est. Vous voyez que nous sommes là au cœur de ce qui interroge les relations de la psychanalyse et de la rationalité, puisque du cacher et de l'éliminer travaille la raison. Grothendieck, en explorant ses visions, en a fait un objet à pénétrer par la conscience, existant comme perception en devenir, en recherche de la structure objectivable qui motive son désir de l'explorer, plutôt qu'une recherche en acte d'en parler à un psychanalyste. Ça supposerait une relation réelle à un autre en qui il aurait eu assez confiance, alors qu'il dit lui-même avoir toujours eu un contact assez superficiel avec les autres, être lié en fait à eux par des tâches communes et avoir tendance à s'intéresser plus aux choses qu'aux êtres, à l'ordre qui régit le monde et aux lignes de force de son devenir plus qu'aux êtres qui le peuplent et à leur vécu intime. Je parlerai plus loin de où ça l'a amené, mais ça pose les questions de son désir, la source cachée du savoir qu'il produit et de la capacité ou pas des topos d'en rendre compte, comme coulisses de toute œuvre. Le regard et la parole écrite y sont primordiaux, puisque pour lui, on arrive vraiment à regarder en profondeur qu'en exprimant, et à exprimer sans verbiage qu'en regardant. Mais la perception d'une chose qu'il s'agit de saisir et d'exprimer ne vient pas juste de lui, mais de l'écoute d'une connaissance dans les profondeurs en lui qui, sollicité, y répond sans parole à la surface de sa conscience, presque toujours en écrivant. Sa pensée, objectivée par l'écrit, le renvoie à la possibilité d'un jugement d'un autre sur elle, différent du point de vue initial qu'il a exprimé. Le style, dit-il, ce à quoi un lacanien reconnaît un sujet, est de lui, mais la correction est d'une autre nature. Ce n'est pas lui qui décide qu'une formulation pose problème, mais une voix intérieure, si basse qu'on ne l'entend qu'en écoutant de tout son être, et il est alors au meilleur de lui-même. Pour Freud, c'est la vérité qui parle à voix basse. Contrairement à la recherche en mathématiques, qui se présentait pour lui comme un amour sans conflit, exempt de toute répression de connaissances, la recherche spirituelle intégrait le conflit et en parler à partir de ses rêves nécessitait un effort. L'idée que malgré le savoir, l'éliminer du champ de l'attention consciente peut produire des effets nocifs qu'une écoute peut corriger est identique au principe de l'inconscient freudien écouté dans une cure, et on peut rechercher si les notions qu'utilise Grothendieck, les foncteurs d'oubli, foncteurs constants, foncteurs fidèles ou adjoints, les points de vue ou le fait que les éléments se parlent, ne permettraient pas de donner à l'effacé un statut plus général dans la structure de la raison, au-delà du champ strict de la psyché individuelle. En logique, Jean-Yves Girard parle du temps premier qui implique de l'éliminer, lorsqu'il critique le réalisme en expliquant que le réalisme, c'est l'oubli de l'oubli préalable au développement d'un savoir, l'oubli de ce temps premier où se font des choix nécessaires, axiomatiques, mais dont le temps de choix doit être oublié pour se consacrer à la fabrique de leurs conséquences. Une autiste a écrit « Dans la file d'attente des mots, certains ne verront jamais la lumière du jour, d'autres sont la lumière du jour. » C'est le reste de cette lumière à laquelle la mathématique participe, mais aussi le langage, qui peut être pris comme l'inconscient, refoulé ou structural et renvoyant à l'histoire de l'humanité, versant freudien, ou structural et construit sur un reste causal nommé objet A, versant lacanien. La linguistique a accompli une opération semblable, en fait, de formulation de l'exclu des énoncés concrets en distinguant l'énonciation. Ça a permis à Lacan de parler du sujet de l'inconscient comme sujet de l'énonciation.
Il a modifié aussi l'idée de point de vue qui évoque classiquement un sujet par la topologie, celle des surfaces unilatères pour lesquelles se différencient localement deux versants opposés, on peut dire cachés l'un à l'autre, et l'unité continue, globale, gomme l'idée de profondeur à laquelle et Freud et Grothendieck tiennent. Il y a des révélations qui font événement et produisent un savoir pour lequel, comme le dit Grothendieck, la foi compte plus que l'expérience. Le savoir forme alors une solidité sur laquelle on peut s'appuyer pour agir, mais pour Grothendieck, Dieu lui-même apprend, et il y a donc toujours à apprendre. Le savoir est soit nouveau, créé ou trouvé, soit retrouvé car il avait été perdu par indifférence ou refoulé par aversion. Mais il produit toujours du reste que l'on peut reprendre. Le principe même de mettre des mots ou des schémas à la place d'une supposée réalité qui s'en retrouve exclue est possiblement mise à mort. On inaugure l'opération de révélation et de sacrifice selon des modalités plus ou moins concrètes. Grothendieck raconte en détail ce qu'il pense avoir vécu dans son rapport créatif aux mathématiques, à la méditation, au rêve et à la spiritualité. Ça peut ne pas intéresser les mathématiciens qui ne s'intéressent qu'aux démonstrations et aux résultats mathématiques, mais c'est le même esprit qui a écrit l'ensemble. Dans le travail d'écriture de récolte et semage, la méthode est semblable à celle de ses écrits mathématiques. Il laisse émerger associativement des idées, comme une marée montante pour observer la structure de la vision d'un inconnu qui se précise. Il parle de vision mathématique ou spirituelle, apparaissant avec le désir de cerner dans un langage l'inconnu aperçu, et en raconte les vicissitudes qui lui donnent l'occasion de développer les problèmes éthiques auxquels son désir le confronte, entre un rapport à des autres qui le déçoivent plus ou moins rapidement, et ce qu'il appelle la spiritualité, un rapport à un Dieu dont il décrira la structure et dont les mathématiques sont une partie intrinsèque, mais infime et superficielle, la seule accessible à la raison humaine. Il décrit toutefois comme la mathématique était la plus accueillante des maîtresses qu'il a toujours comblée quand il venait à elle. L'indépendance et la dépendance, c'est-à-dire la relation nécessaire ou son absence possible, sont fondamentales dans sa pensée et forment ce que Freud appelait un mot primitif, combinant les sens opposés pour le sujet, ignorant la négation et agissant dans la psyché avant toute question de réalité effective. Lacan les a appelés des signifiants maîtres ou des essaims, et je les prends comme questions auxquelles il est impossible de ne pas répondre. Le souci d'indépendance malgré la réalité de la dépendance forme l'axe de la position de Grothendieck par rapport aux institutions et aux individus, tout en n'étant pas thématisé comme conflit structurant par lui. Il en a trouvé la solution subjective avec sa découverte d'un Dieu particulier. Lacan, de son côté, a fait de ce couple les opérations fondamentales du rapport au langage de tout sujet. L'aliénation, créant la dépendance, et la séparation, l'indépendance, visée de liberté. Mais Grothendieck, lui, il a décrit sa découverte de l'événement traumatique infantile qui lui a fait se poser la question de sa dépendance dans la douleur, alors qu'il n'avait plus l'objet qui permettait de ne pas se la poser, sa mère, et pas les moyens d'y répondre. Il a découvert que son père puis sa mère avaient disparu quand il avait 5-6 ans, alors qu'il était heureux de leur relation, ses parents anarchistes lui donnant l'impression d'être totalement acceptés et aimés malgré les heurts de l'éducation, et qu'après 2 années dont il ne raconte pas le vécu, donc depuis ses 8 ans, et surtout pendant les 22 ans où il s'est révélé aux yeux des autres comme un génie des mathématiques, il avait vécu en se consacrant totalement à la tâche de se montrer viril, intellectuellement surtout, et ça avait fini par provoquer une grande tension et une angoisse qui a déferlé, mais a pu dégonfler quand il a abandonné les mathématiques, et puis finalement retrouver grâce au rêve et au travail d'association le souvenir et l'acceptation de sa vraie relation à ses parents. De sa recherche historique à partir des lettres de son père, il déduira que sa mère l'avait porté en dépit d'un refus viscéral contre la maternité, pour éprouver son pouvoir sur son père qui ne voulait pas d'enfant et comme façon supplémentaire de le lier. À sa naissance, il a trouvé une ambiance de violence telle que sa volonté de vivre l'a abandonné et il a décidé de retourner là d'où il était venu, mais il a eu la chance de trouver des infirmières affectueuses qui lui ont redonné le goût de vivre.
Les traumatismes marquent indélébilement les sujets qui les subissent et quelle que soit la vie effective, la sexualité y participe, malgré et à cause de sa promesse d'un rapport heureux qui lui est associé. Grothendieck n'y échappe pas et il en a conçu l'idée plus tard qu'il avait une mission à accomplir donnée par Dieu. Dieu a le boulot de faire converger ce qui diverge sur Terre à fond de train, lui de poursuivre sa recherche et son témoignage, à charge aux autres d'en tirer les enseignements s'ils le souhaitent. Nous incarnons actuellement ces autres. Il a eu raison de penser qu'il en existerait. Nous sommes en position d'en tirer quelque chose de valable ou pas. Dans sa recherche d'une vérité radicale qui se veut sensible aux forces anti-vérité et sans refus et escamotage de la vérité, contrairement à la masse des autres qui l'ignorent, son récit occulte tout de même certains faits concernant sa dépendance réelle. Il ne dit rien du contenu qui l'a amené à sa position virile à 8 ans, à part que ça intégrait les normes sociales. C'est pourtant le moteur de ce qu'il est devenu et à rechercher, le cœur traumatique de son désir. Quand il écrit que prendre connaissance et passif joue le rôle féminin alors que l'acte de foi dans le savoir se révélant est masculin et paraît déraisonnable, il donne le rapport de ce qu'il a refoulé à ce qu'il a présenté sur la scène du monde. Les mathématiques, les femmes et la méditation ont été ses 3 passions, mais les femmes sont juste évoquées, très peu décrites, alors que c'est bien avec elles qu'il entrait dans une dépendance à une altérité réelle. Par contre, il a répondu à la disparition définitive de sa mère, le summum du familier pour lui, par une grande créativité mathématique. Son expérience des conséquences du nazisme, son adolescence en camp de rétention et son père exterminé à Auschwitz ne l'ont pas poussé à faire de la politique et de l'organisation sociale un objet de réflexion sérieuse, même s'il s'y est confronté dans sa tentative de militantisme écologique et communautaire. Mais c'était dans un contexte particulier, particulièrement conciliant aux valeurs anarchistes léguées par ses parents, et où il voyait converger dans les acteurs de la contestation des recherches de transformation intérieure. Il ne voulait pas prétendre avoir la moindre solution qui aurait impliqué un ordre a priori dicté ou proposé par lui, malgré le fait que d'autres le mettaient à cette place et qu'en proposant de faire des communautés, il ne pouvait pas y échapper. Dans son choix de position individuelle qui prime sur toute réalité effective, il considère même à propos de ses parents que c'est la foi en soi qui a fait la différence entre l'extermination de son père et la survie et la liberté retrouvée de sa mère, et que lui-même a toujours eu cette foi comme une réponse agissante à une connaissance qui est différente d'une croyance. Ça met bien sa position subjective au principe de tout ce qu'il écrit, Dieu pouvant seul à ses yeux expliquer l'incroyable organisation du vivant, et c'est devenu, après qu'il ait longtemps refusé d'en tirer des conséquences, le principe de l'explication finale sur laquelle se régler, qui permet de ne pas se préoccuper des registres qui brident l'individualité, puisque la recherche spirituelle échappe à toute conscience collective. Il escamote aussi sa recherche d'un poste de mathématicien dans une institution prestigieuse après avoir quitté l'IHES où il travaillait, alors qu'il a été refusé parce qu'il avait montré que malgré son engagement officiel à enseigner des mathématiques, il y parlait seulement d'écologie. En faire le récit, ça l'aurait obligé à aborder la question de l'organisation sociale et à envisager différents points de vue sur le bien et le mal. Il a réglé concrètement la question en se contentant d'un poste de professeur à l'université qui lui a assuré sa vie matérielle. Ses livres ne parlent pas non plus de ceux auxquels il était familialement lié, sa sœur, son frère, ni ses enfants, à part pour regretter d'avoir été un mauvais père, ce qui n'en fait qu'un passé auquel il n'y a plus à s'identifier. Et si son propre père est important dans son récit, comme idéal de virilité dans l'enfance, et finalement aussi source du premier appel de vocation par Dieu, lorsque celui-ci s'est manifesté comme consolation délicieuse dans les geôles de Sibérie, au plus extrême de la déréliction face à la méchanceté humaine, ce père ne remplit pas la fonction princeps habituellement dévolue à son signifiant. Il n'est pas interdicteur des relations sexuelles avec sa mère, il n'incarne aucune rivalité, aucune expérience vécue d'exclusion du lit conjugal, aucun principe de perte castratrice qui ferait loi dans l'intime des désirs sexuels. Il finira même par affirmer que la pulsion incestueuse est la pulsion de Dieu, ce qui légitime son désir au-delà de toute juridiction.
On peut y voir toutefois une élimination interne au savoir rendu public. La psychanalyse, et lui, affirme l'universalité des désirs oedipiens, et ça devient une simple connaissance qui a perdu la valeur de refuge scandaleux des pulsions qu'il faut réprimer pour l'éducation. Et du coup, la vertu de modification de structures subjectives que les interprétations oedipiennes avaient avant que le savoir en soit diffusé. Ah. Ah. Vraiment ? Depuis longtemps ? Non. C'est un problème de connexion. Vous nous entendez ? Moi, je comprends pas. Allô ? Non, je crois que c'est un problème de connexion de la dame qui a parlé, mais c'est pas général, je crois. Je crois pas. Non, on va continuer. Je peux en profiter pour une toute petite question, Oui. juste par rapport à ce que tu viens juste de dire. Cette exclusion du lit conjugal et cette histoire du père, le rôle du père, c'est quand même dans la toute petite enfance quand Grothendieck avait encore ses deux parents. Tout à fait. Tout à fait. J'imagine, tu oses imaginer que le père a joué ce rôle quand même avant. Ben, ça pose des questions sur ce qui s'est passé effectivement dans l'enfance et ce qu'il en a fait. Parce qu'en fait, on ne peut pas en tirer les conséquences. Parce que ce n'est pas des choses dont les enfants se souviennent, c'est même avant l'âge du Non, non. D'accord, intéressant. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est assez connu. On sait que dans la production de la psychose, il y a des enfants qui peuvent très bien l'avoir vécu historiquement, mais pour qui ça ne s'est jamais enregistré. Ça, c'est pas imprimé. Moi, j'ai souvenir d'un petit enfant qui avait des problèmes de débilité. Quand dans la cure, je lui ai dit qu'il ne pourrait pas se marier à sa mère, il a eu un air étonné comme... Personne ne lui avait jamais dit. Et non seulement ça, mais c'était quelque chose d'impensable pour lui, ce qui était à la source de ses problèmes. Enfin, partiellement, pas uniquement, mais un point structurant. Donc, quoi qu'il en soit, le truc, c'est pas imprimé sur votre C'est pas imprimé. Ouais. Enfin, en tout cas, d'après ce qu'il en dit, on se demande vraiment où en est la trace. Oui. Oui. Parce qu'il y a ce texte sur l'éloge de l'inceste. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment des questions à poser de ce côté-là. Et j'en profite aussi pour vous poser une petite question. Dans quel passage il explique que la pulsion incestueuse, c'est la pulsion de Dieu ? Ça doit être dans la clé des songes, mais je n'ai pas noté là. Oui, ça doit être. Ah, c'est dans la clé des songes, Oui. c'est pas dans Récolte des esprits. Non, c'est pas. Ah oui, d'accord. En même temps, il identifie cette pulsion, ce qu'il appelle l'inceste, il l'identifie avec le retour dans la mer qui est la mort. Ben, c'est ça, c'est pour lui l'inceste. C'est tout sur un niveau. Il part, enfin je vais peut-être pas trop, mais il part des archétypes dans un sens très différent de ce qu'en fait Jung. Oui. Pour lui, c'est une réalité spirituelle et qui est vraiment la base, qui est en fait le plus concret et le plus réel. Et comment dire, le fait que ça passe par cette forme-là n'est que la forme d'une réalité plus fondamentale. Bon, ça fait que je ne sais plus trop où j'en étais de mon exposé, mais enfin, je crois que je vous ai... Bon, donc, comme je disais, c'est aussi, en dehors de la question de ce que Grothendieck en a fait, le fait est que dans la diffusion même du savoir, il y a cette vertu comment dire, de conflit intrapsychique et de pouvoir, donc, d'une interprétation dessus, de pouvoir de transformation de la subjectivité, qui s'est perdu progressivement avec le fait que les thèmes oedipiens ont été connus de tout le monde. Les mères sont généralement absolument ravies à l'idée que leur enfant va les adorer et leur certitude qu'elles seront au centre de sa vie, au moins au début. Donc c'est une vraie question qui se pose au savoir même, et ça fait partie de mon interrogation sur les topos, sur ce que ça pourrait éventuellement nommer, de l'éliminer, qui se pose toujours par rapport au savoir. Tu es exactement à ce point, en fait, Ouais. de son père, que son père n'a pas joué ce rôle. C'est précisément là où tu en étais, en fait. Donc, et puis donc c'est vraiment la question qui avant était... donc ça veut dire que la normalité statistique, tout de même, d'existence supprime un point tout à fait important, et c'est la question qui avait été en fait posée en termes de péché originel par le christianisme, mais c'est justement le genre de question que la science a pu prétendre évacuer et que Grothendieck voit évoquer de manière nébuleuse avant Freud. Grâce à ces éliminations,
qu'il a fait, lui, il n'a pas renoncé à l'idée de pouvoir être libre, ni que le bien vaincra, parce que l'amour est infini, contrairement au mal qui serait fini. Ça l'a conduit progressivement à privilégier le silence, la recherche de ne pas participer au bruit du monde, et l'abandon des relations établies aux autres, dont il rencontrait le désir au maximum dans les femmes réelles qu'il a fréquentées, et probablement dans les enfants qu'il a eus, pour se consacrer à ce qu'il considérait comme le travail d'un inconscient profond, créatif, en dialogue avec Dieu. Ça illustre que dans sa recherche de liberté, il y avait tout de même un mécanisme de négation, un reste du « je ne veux rien savoir de ma dépendance réelle » qui continuait à agir. Donc, en accord avec les idéaux de ses parents, il a commencé à militer en 1967 contre la guerre au Vietnam, puis la réaction russe au printemps de Prague, et pour la contestation générale de 1968. Quand il a découvert en 1970 que 5% du budget de l'IHESS venait de l'armée, il a rejeté complètement... ES, oui. Il n'y a pas de S, c'est un autre endroit. Oui. C'est pareil, c'est pareil. Que ça venait de l'armée, il a rejeté complètement les mathématiques, se sentant acculé à cet arrachement par un sursaut de fidélité à des convictions intimes si profondément enracinées que l'idée de composer avec ne l'a pas effleuré. Ça aurait été une trahison de celui qu'il était profondément, pour qui il était prêt à être fusillé. 6 ans après, il considère que son milieu mathématique était en fait une prison douillette, mais il le contraignait à des relations et des réalisations qu'il ne supportait plus. Il a découvert que, comme ses convictions paraissaient ridicules à ses amis et élèves, et il a été aussi très étonné que voir que les gens dont il se sentait proche ne le suivaient pas, comme il sera blessé de découvrir qu'ils avaient abandonné des notions mathématiques ou la direction qu'il voulait leur donner, la vision qu'il en avait, qui leur donnait la perspective vers laquelle il voulait avancer. Quand il s'est consacré à l'écologie en luttant contre les ravages donc, des applications de la science, c'était en même temps une lutte contre la mathématisation du monde. Et puis, devant l'échec de son projet et sa reconnaissance progressive qu'il y participait, il n'a pas changé d'idée sur la catastrophe écologique qui se préparait, mais il a découvert les messages que ses rêves lui apportaient et considéré que c'était ça le domaine où il devait agir. Il a donc vu dans l'auteur des messages de ses rêves non pas un appareil psychique construit par l'expérience et partiellement hérité, comme Freud l'a fait, ni le message d'un grand autre structural comme Lacan l'a ensuite théorisé, mais Dieu, le même pour tous, qui s'adressait à la singularité la plus intime de chacun en rêvant, mais en laissant au sujet la responsabilité d'en tenir compte ou pas. La différence entre Grothendieck et les anciennes conceptions des rêves comme message des dieux est l'accent mis sur la singularité personnelle des messages qui révèle une connaissance de soi, une singularité subjective que seule la psychanalyse étudie et pas seulement un message répertorié dans une clé des songes déjà établie. Mais ce qu'il dit de cette connaissance de soi correspond d'un côté à la reconnaissance de la primauté du sexuel, mais de l'autre aux notions de psychologie occidentale classique, une conscience imprégnée de religion, une morale d'abandon de l'égoïsme et de la vanité. Ça aboutit toutefois à une analyse très fine de ses processus de création et de son implication dans la recherche, ménageant un lieu de liberté référé à Dieu, mais pas à ce qu'apporte une psychanalyse, le fantasme fondamental qui sert d'axiome cadrant l'abord de la réalité, ou l'expérience structurelle du dégonflage de l'imaginaire par l'altérité et la touche de réel qu'un psychanalyste incarne. Il a tiré de la révélation de ses propres résistances intérieures l'idée qu'il avait finalement la faculté définitive de voir clair en lui-même, que son désir de connaître n'était plus retenu par aucune peur de faire face aux forces qui continuaient de lutter contre la vérité en lui, et qu'il l'avait au fond toujours su, de science infuse, inconsciente et spirituelle. Il se voyait à juste titre différent des autres par son rapport à Dieu et à la reconnaissance du sexuel en même temps, même s'il espérait trouver en certains un interlocuteur. Il a donc préféré suivre les pensées qui lui venaient en écrivant sur ce qui lui semblait une réalité psychique irrécusable, chez lui mais aussi chez les autres. Il réduisait ainsi la psychanalyse à ce qu'il en pensait, avec pour seul interlocuteur ceux avec qui il en avait parlé. Et il trouvait que Freud s'est laissé piéger par son désir d'être sérieux et scientifique, là où Dieu appelle à oser.
La spiritualité, c'était pour lui le domaine essentiel, supérieur à celui des sentiments qu'il avait pourtant redécouvert et maintenu par son travail des rêves. C'était le lieu de la liberté, de la vérité de l'esprit créateur et de l'indépendance au conditionnement par l'entourage, contrairement aux sentiments toujours dépendants des conflits qui se sont inscrits avec les parents. On peut ajouter le lieu d'un dialogue maintenu éternellement avec un autre quotidiennement présent et bienveillant, avec qui se traitait la question persistante du mal dans le monde. Restera en lui toutefois son étonnement, à son grand étonnement, un intérêt qui renaissait régulièrement pour la mathématique, la matière où se produit un travail collectif, démontrable, et où ce que trouve un chercheur l'aurait été par un autre un jour ou l'autre. Loin de laisser cela à d'autres, ça l'a poussé à produire tout seul des milliers de pages sur la mathématique et sur le mal, en ayant trouvé dans l'idée du yin et du yang un binaire qui permettait de ne plus s'y épuiser. La psychanalyse peut utiliser ce témoignage pour approfondir les rapports entre libido objectale, libido narcissique et la cognition, qui se concrétise pour tous en vision et apprentissage de soi et de la réalité extérieure et intérieure à partir de l'image reconnue du corps propre dans le miroir et dans l'autre. La mathématique peut y renouveler la question de ce qu'est son objet, et en premier, s'il y en a un, au-delà de la discipline de cohérence maximale qui est sa règle, et à laquelle tout mathématicien conditionne sa réussite s'il n'en fait pas son plus grand idéal. Grothendieck donne pour point initial de son investissement des mathématiques son enchantement à l'écoute de la magie et du mystère au-delà des mots, de la rime dans les chansons et les vers poétiques, et sa découverte que ça avait une structure qu'il pouvait lui-même produire. Le mystère au-delà de la magie obéissait à une règle. Le point final qu'il recherchait a été l'épanouissement ultime de la liberté créatrice de l'être, une liberté parfaite, pas octroyée par Dieu, mais qui se soit elle-même créée. L'idéal de liberté le poussait à ne pas croire que tout est mathématisable, et il a dit qu'il pensait pouvoir le démontrer, mais il ne l'a pas fait, à ma connaissance. Donner les bornes de ce parcours n'empêche pas de mieux cerner ce qu'est pour lui la réalité des mathématiques, et je vais en donner un premier aperçu par la question de ce qui le fascinait en elle. La fascination, c'est très important dans les questions que j'aborde. Il a écrit que c'était la forme et la structure cachée, et pas la grandeur et le nombre. L'importance de la forme globale du corps qui permet de s'anticiper plus puissant qu'on ne le ressent se révèle à l'enfance au stade du miroir. Et elle change complètement ses relations aux autres. C'est ce qui était avant des puissantes unités autonomes extérieures à lui dont il dépend et dont les expériences scientifiques actuelles montrent qu'il les différencie de son corps même s'il n'en a aucune représentation. À partir de là, il peut se construire une représentation stabilisée des relations qui constituent le monde, mais l'idée pour Grothendieck d'une structure comme celle des rimes magiques dégage un au-delà rationnel plus important, la compréhension du mystère au-delà du perçu de la forme. Il me semble que l'algébrisation de la géométrie semble une formule de cet au-delà. Par contre, la grandeur et le nombre ne sont pas a priori magiques. Il a écrit que les épousailles attendues de la grandeur et du nombre avaient comme un lit étriqué où seul l'épousé pouvait à la limite se nicher. Des deux grands de son enfance, axiomatiques pourrait-on dire, ses parents, le nombre s'était justement modifié, il n'était resté que l'épousé dans un premier temps avant qu'elle disparaisse à son tour. Mais pour les épouser, le topo, ça fait apparaître comme par un coup de baguette magique un lit si spacieux pour consommer leurs épousailles que tous les chevaux du roi y pourraient boire ensemble. Donc, grâce à sa découverte mathématique, les époux étaient de nouveau réunis et les épousailles satisfaisantes. Non seulement le père n'était pas interdicteur des relations sexuelles, mais le fils, l'enfant, les permettait et dans les meilleures conditions, royalement membrés. On peut y entendre et voir que la structure de l'événement traumatisant de son enfance a donné une symbolique à son appréciation esthétique de sa recherche mathématique, aboutissant au topos. L'esthétique, c'est là où il y a un jugement sans raison.
évidente. Son intérêt pour la spiritualité, où rien n'est démontrable, n'a pas empêché l'insistance de son intérêt pour la mathématique, du fait que ce n'était pas conflictuel et qu'il voyait comme une vérité collective, source d'un accord entre les êtres, alors que les traumatismes remettent justement fortement en question cet accord, surtout pendant l'enfance. Il y a bien des questions qui pourraient essayer de s'y renouveler, dont celle de l'éthique, puisque Grothendieck introduit ceux qui n'ont pas été formés à l'idée initiée par la théorie des catégories de structure en évolution. L'écriture d'un changement, un procès ou un processus donne une grille de lecture pour les phénomènes vivants que n'a pas une mathématique déterminant des structures intemporelles. Et l'absence de principe du tiers exclu permet aussi de ne pas raisonner de façon binaire, excluant la possibilité d'accords articulés à des différents. Les psychanalystes peuvent en bénéficier pour renouveler la théorie et maintenir un rapport vivant à sa vérité. Et les problèmes cliniques qui se posent à elle résonnent actuellement, donc particulièrement avec la question de cohérence, qui est devenue ce à quoi la notion de vérité mathématique s'est restreinte, et celle de l'unité solide, comptable ou unificatrice au fondement de l'arithmétique. La cohérence fonde l'idée d'un ordre au-delà de la perception effective, et en cela est interne à toute théorie rationnelle, principe de non-contradiction. On voit dès la naissance que les bébés réagissent à la perception de ce qui ne correspond pas à l'ordre, la forme ou le nombre qu'ils attendent. On en voit l'importance particulièrement avec l'autisme, mais pas seulement. Je vais vous exposer les problèmes que les topos pourraient permettre de résoudre, en tout cas de traiter. Le spectre des organisations psychiques qui relèvent de l'autisme est très large, mais on peut donner une idée générale de ce que le terme recouvre en disant que ce sont des sujets dont le rapport à l'autre et au langage est perturbé dès la naissance, qui ne manifestent pas l'appétit habituel du symbolique, du langage, mais au contraire s'intéressent de plus en plus aux objets périphériques plutôt qu'aux personnes qui s'occupent d'eux. Ils évoluent en se refermant sur eux-mêmes si des mesures ne sont pas prises pour répondre à leurs différences. Il y a une grande variété d'évolutions suivant des facteurs biologiques et signifiants, et certains autistes ont un développement langagier relativement normal, mais toujours une relation très particulière au monde liée à leur incompréhension du langage corporel qui impacte le rapport au langage et aux autres. Nous avons maintenant la possibilité d'empêcher la pente vers l'isolement autistique dans les premiers mois en les aidant physiquement à s'organiser corporellement, en soulageant des douleurs qui occupent toute leur attention et en leur montrant qu'ils sont source de séduction et de bonheur pour leur entourage. Toutes ces pratiques doivent être intégrées l'une à l'autre et pas seulement séparées suivant les domaines de compétences des professionnels. Et vous pouvez reconnaître là la primauté d'une synthèse vécue avant d'en pouvoir penser les éléments constitutifs. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ces cures précoces, des traitements visent à normaliser leur socialisation, mais persiste un rapport au corps et au langage spécifique. Le langage tend à être réduit à des signes, le plus possiblement univoques, comme la science cherche à le produire dans sa recherche d'univocité et de découverte de lois mathématisables. Certains autistes deviennent d'ailleurs de brillants scientifiques. Les évolutions des autistes montrent un rapport premier à l'ordre semblable à ce que délimitaient les Grecs anciens quand ils mettaient la musique et la mathématique dans la même catégorie. Ils repèrent des régularités, des rythmes, opèrent une logification des sensations et des perceptions pour établir des continuités à partir desquelles des discontinuités peuvent apparaître enfin et permettre l'accès à un sens. Mais contrairement aux non-autistes, le sens n'est pas pour eux d'origine, ou alors il disparaît rapidement. Leur monde est longtemps sans aucun sens. Certains apprennent tardivement ou jamais que les sons qui sortent de la bouche sont censés communiquer quelque chose entre les individus et permettre des relations. Certains manifestent par contre des dons particuliers pour les mathématiques, d'autres sciences exactes ou même la structure des langues. Ils peuvent avoir une appréhension immédiate des nombres premiers qui résonnent avec leur isolement personnel, ou une fascination des puissances mathématiques qui ressemble à celle pour le phallus et l'action de répétition des symboles fondamentaux sur eux-mêmes, ou l'amour de certaines formes géométriques. Il y en a certains qui ont des fois des gros problèmes parce qu'ils se mettent à aimer les ronds alors que tout leur amour allait au triangle et qu'ils se posent vraiment, ça leur pose de gros problèmes éthiques.
certains montrent un jour d'un seul coup qu'ils ont appris à parler, écrire, lire ou compter sans que rien ne l'ait présagé et sans que ce soit relié à une pensée consciente ou une idée unifiée d'eux-mêmes, un moi repéré. Ou alors, ils démontrent des capacités d'habitude cachées juste dans des circonstances exceptionnelles. Tout cela manifeste, avant l'action de la parole du sujet, un rapport à une absence initiale de cohérence qui ne leur permet que progressivement l'accès aux liens libidinaux, intégrés à partir du plaisir de l'abaissement des tensions. Beaucoup ont témoigné de leur indifférence affective aux parents tant qu'ils n'avaient pas trouvé un moyen de soulager le poids de leur existence angoissée, et d'une manière qui doit être prise à la lettre et souvent corporellement, puisque certains ne sont soulagés d'éprouver enfin de la légèreté que par un poids effectif sur leur corps. Ils manifestent d'ailleurs tous une relation particulière à la gravité prise dans un scénario spécifique pour chacun. L'acceptation des différentes modalités du vide permettant à un sujet d'assumer les lois du langage n'opère qu'après ces satisfactions structurantes qui instaurent un moi physique et psychique préalable au sujet de la parole, classiquement soutenu par la perte d'un objet primordial. Les autistes témoignent des dispositifs par lesquels ils constituent finalement un vide, un inconscient nécessaire à une parole incluant une dimension tierce. Ils mettent à jour des questions qui se posent à eux et nécessitent d'être traitées. Certains en arrivent ainsi à passer d'autistes à artistes qui créent, communiquent des œuvres littéraires, musicales ou picturales, grâce à une rupture instituée des lois et régularités qu'ils ont fini par intégrer, provoquant un renouveau dans la relation à eux-mêmes à partir de leur perte de maîtrise. Le renouvellement par le vide est alors structural et ce renouvellement, c'est un thème privilégié de la sensibilité rationnelle de Grothendieck. La mathématique, elle est définie par certains comme la science des relations sans les objets. Et les relations sont investies par les bébés avant que les objets soient distingués en tant qu'objets et investis comme tels. Les troubles des autistes sont repérables généralement dès la naissance ou même avant, et ce sont des troubles de la possibilité même de relations. Les relations sont le fondement cognitif de la structure libidinale, tout comme l'histoire libidinale instaure le rapport à une raison passant par le langage et permettant de déduire ce qui n'est pas directement perçu. On peut ajouter que beaucoup d'autistes semblent vivre dans un espace à 2 dimensions, démontrant que vivre dans un espace euclidien à 3 dimensions n'est pas si naturel qu'on le pense. Vous pouvez comprendre à partir de ça que la mathématique des catégories et celle de Grothendieck intéresse particulièrement la psychanalyse, ainsi que l'affirmation « l'inconscient n'est pas structuré comme un langage, mais comme un topos ». D'autant que ce n'est pas la seule clinique qui nous oblige à revoir le lien entre raison et libido. Freud avait déjà signalé que certains phénomènes, conçus jusque-là comme de la télépathie, intéressaient le champ de la psychanalyse, ce qui avait fait faire un rapprochement entre l'inconscient et la physique quantique. La transmission familiale de signifiants impliqués dans les symptômes suivant des mécanismes différents selon les générations semble aussi agir dès la naissance pour certains avant que l'expérience vécue ensemble puisse en donner un cadre de transmission objectivable, en tout cas tant que la vie fœtale n'est pas plus connue. Ajoutons que les découvertes d'un passé refoulé ou dénié dans les cures impliquent aussi une conceptualisation du temps, pas seulement chronologique. Il y a une progression qui fait découvrir régressivement l'histoire et ses signifiants. Le présent inclut le passé et l'avenir dans la parole sur les symptômes et donc une ou des modalités de leur recouvrement. Son partage rigoureux entre la fiction qui se révèle finalement inexacte mais porteuse de signifiants et un discours qui cimente aussi les relations. Et puis de l'autre côté, l'exactitude historique révélatrice de refoulements familiaux. Ensuite, il y a la formule de Dolto, le bébé est une personne qui a donné une position éthique favorisant des interprétations psychanalytiques dès la naissance sans qu'on ait d'explication détaillée de comment c'est possible. La compréhension par les nouveau-nés et les bébés de la parole d'un adulte sur leur situation difficile, alors qu'ils n'ont aucune représentation réaliste de ce que nomment les mots employés, implique de distinguer un champ de cohérence porté par le langage de l'autre qui apaise avant que l'image dans le miroir produise ses effets organisateurs de représentation de la réalité. Le phénomène du transitivisme
repose sur une intrication préalable des subjectivités que la mathématique pourrait permettre de concevoir comme relation ou recouvrement de structures semblables sans que leur contenu ait à être déjà formulé, s'il y a cette structure et si la confiance en l'autre existe et permet d'assumer une relation de confiance dans la similitude qui se déploiera plus tard. D'autres sujets sans anomalie génétique ou neurologique évitent une position psycholytique en se montrant très débiles intellectuellement. Pour donner une idée succincte du problème, si vous leur montrez que vous avez une boule noire et une boule blanche, vous les cachez, vous en ressortez une et vous demandez de quelle couleur est celle qui reste cachée, ils n'arrivent pas à le déduire. Ils n'ont pas constitué la structure permettant de déduire ce qui n'est pas vu. Ceux que j'ai reçus étaient nés dans des familles où les passages à l'acte meurtrier ou incestueux étaient massifs. Ce qu'ils faisaient dans les cures aurait pu les conduire à ces événements dont ils reproduisaient des symboles si leur débilité ne les avait pas empêchés de les synthétiser, comme ça s'élabore entre les séances habituellement avant que ça puisse se manifester en cure et s'interpréter. Pour eux, l'instauration d'une rationalité cognitive permettant des déductions ne pouvait pas s'appuyer sur la normalisation libidinale oedipienne classique. Le petit gamin dont je vous ai parlé, il en fait partie. Sur cette question de possibilité de déduction, il y a un témoignage d'autiste qui est vraiment très clair sur les conditions oedipiennes et libidinales qui lui ont permis d'admettre très tardivement l'idée d'une causalité, alors que pendant des années, il la refusait massivement, car elle le conduisait à une culpabilité radicale. Avec une psychologie et une logique classique attribuées à des individus, c'est explicable qu'en termes de constatation de déficit, alors que l'idée de relation entre des structures semblables mais opérant dans des domaines séparés peut aider à comprendre ces transmissions. Le langage du corps complémente le signifiant et enseigne par transitivisme. Un symbolisme corporel peut traduire des mots et fait passer des fonctions corporelles et leurs objets pulsionnels à leur logique signifiante d'un sujet à un autre. Mais cette relation entre structures n'implique pas que les psychés, elle concerne aussi des relations à l'environnement physique et de manière nouvelle, maintenant à Internet, les moyens de communication. Le thème de l'absence dans la présence et de la présence dans l'absence s'y trouve renouvelé et on peut observer comment sa structure dans la communication peut en produire psychiquement le motif dont l'absence entraînait des conséquences catastrophiques dans la socialisation. On sait maintenant que dans la chaîne des causalités de l'autisme intervient une construction problématique de l'unité du corps dès le stade fœtal et des douleurs qui empêchent l'installation d'une relation de confiance avec le parent pour s'individuer. Il y a des paniques de chute sans fin ou de liquéfaction, c'est-à-dire en fait de disparition de l'unité moïque constituée initialement par le regroupement du corps et des relations. Le corps, ce n'est pas l'organisme biologique, mais ça s'appuie dessus. Celui des humains est un mixte d'organismes biologiques animaliers, obéissant aux lois de la physique, de la chimie et de la biologie, mais aussi du langage des adultes par lesquels il se formule au départ, et avec d'abord pour le bébé la formation d'une contenance qui intériorise les relations avant d'être un contenu référé à son unité. Tous ces domaines sont différents mais reliés et ça nécessite plus ou moins, suivant les problématiques cliniques, de tenir compte de ces intrications. Chaque forme d'autisme éclaire des éléments nécessaires à l'unité et des questions à résoudre, tout comme un foie malade averti de son existence alors qu'on a pu l'ignorer jusque-là. Chaque sujet montre des questions privilégiées qui se révèlent fondatrices pour sa progression et ses capacités de renouvellement. Le sens est donné par la symbolisation des satisfactions devenues désirables et donc des relations, et bien des sources donnent l'idée que le phallus reste le signifiant instaurateur de cette logique, avec cette première fonction qui est de fasciner pour constituer au début un moi-plaisir, une identification seulement au bon, permettant ensuite la reprise ultérieure de ce qui aura été rejeté. Il y a besoin de constituer le vécu et la perception de continuité pour que des discontinuités prennent sens, tout comme le oui n'a de sens que si un non est possible.
Les autistes prennent les mots comme des signes sans rapport à une dimension tierce et sans représentation ouverte aux associations langagières et donc pas comme des signifiants. Ça impacte la constitution d'une pensée assurée de ses fondements face aux relations et au monde, mais ça renseigne aussi sur la cohérence qui en permet l'instauration. Jean-Claude, je propose qu'on fasse une petite pause, D'accord. peut-être, parce que c'est très dense, ce que tu dis. C'est très... question simple, si tu vas, ce texte, il va être... Tu vas en faire quelque chose? Ah ben moi je suis d'avis de le publier. Oui, oui. Non, mais enfin, j'ai aucun moyen de le publier, mais tout à fait. Ben, j'aimerais bien sûr. Bien sûr, d'accord. Donc ça sera un jour. Bon, d'abord, ce sera disponible sur YouTube, et puis un jour, ce sera disponible sur papier, probablement. En fait, de s'appuyer sur Grothendieck par rapport à la psychanalyse, je trouve que ça ouvre beaucoup de questions. Par exemple, là, même si mon exposé est très long dans ce que j'ai prévu, j'ai supprimé toute la question du yin et du yang et des portes de l'univers, alors que c'est vraiment tout à fait pertinent pour élaborer des questions cliniques qui sont massives, mais pas que des questions cliniques d'ailleurs. Enfin, du côté de la clinique, il y a le fait que tout de même l'identification sexuelle n'est plus la même maintenant pour les jeunes et que ça pose des problèmes spécifiques et à leur sexualité et à l'abord psychanalytique. Mais il était un peu avant l'heure avec ça, hein, dans sa politique. Et comment? Il était un peu avant l'heure. Ah ben, Grothendieck, au début des années 80, il a dit que dans La Clé des songes, que la première question qu'une âme devrait se poser, c'est si son sexe anatomique correspond à son sexe psychique. Donc c'est tout de même 40 ans avant une prémonition assez extraordinaire. Et il faut bien voir que c'est pas qu'une question clinique, enfin, c'est là où la psychanalyse et ces questions interrogent au-delà, c'est que c'est une question politique. Vous voyez bien comment tous les régimes, c'est uniquement les régimes démocratiques qui admettent ces interrogations et ces possibilités. Et encore, justement, et encore, enfin je veux dire, c'est du côté de la démocratie qu'il y a une reconnaissance de ça, alors que vous voyez bien comment tous les régimes qui sont autocratiques et autoritaires surtout, refusent totalement de ne pas faire de la différence des sexes une nature sur laquelle s'appuyer et dont on peut condamner les... Maintenant, Jean-Claude, cette question rejoint celle de Freud en 1923 dans Le moi et le ça, lorsque Freud parle de l'Oedipe et de l'Oedipe inversé chez le petit garçon, chez le petit fille, la bisexualité freudienne et de l'Oedipe mixte. Mais dès le début, c'est d'ailleurs, enfin, il redécouvre Freud d'une certaine manière. Comment? Grothendieck redécouvre Freud. Tout à fait. D'ailleurs, quand il a fait La Clé des songes, il a lu Freud plus sérieusement. Mais le fait est que, et ça c'est un point qui concerne justement Grothendieck qui est intéressant, c'est que la bisexualité, c'est une affirmation freudienne de base que Lacan a mis complètement de côté. Chez les lacaniens, c'est très peu... Enfin, du côté de Lacan, il y a des formules de la sexuation avec une position masculine, une position féminine. Et maintenant, je commence à entendre des gens qui commencent à en faire une bisexualité, mais collectivement, ils ont beaucoup de mal à aborder les choses dans ces termes. Et je pense que ça concerne en même temps la primauté tout de même que donne Freud à la clinique, avec l'inconnu qu'il y a du côté de la clinique, alors que Lacan a pris les choses d'une manière différente, structurale, qui est tout à fait, un éclaircissement fondamental pour la psychanalyse, mais ça a des conséquences sur ce que ça fait apparaître en premier. Et je pense que Grothendieck, on peut étudier ce qu'il fait de la bisexualité en des termes structurels, repris, qui dépassent le domaine sexuel avec le yin et le yang, justement. On peut Mais un reprendre... lacanien à hardline. Comment? Un vrai lacanien, il va être ouvert à cette idée que chacun est bisexuel. Je ne voudrais pas être mauvaise langue et dire qu'un vrai lacanien n'est pas... non mais sans blaguer, il faut distinguer ce qui se passe au niveau des individus de ce qui se passe collectivement. Au niveau des individus, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent des choses, mais collectivement, par contre, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être discutées avec les différents individus, mais qui ne peuvent pas être discutées collectivement. Parce qu'il y a des vraies questions qui sont autour de ça, et que Grothendieck permettrait de reprendre, et à mon avis, d'une manière tout à fait éclairante, justement, si on prend bien pour repère
une de mes deux affirmations fondamentales dans ce que je vous expose, c'est premièrement que la rationalité, tout sujet a une sensibilité rationnelle qu'il va être qui va tenir avant tout à certains points qui fondent sa rationalité. Et le deuxième, c'est que dans toute rationalité, il y a élimination de quelque chose. Et pour moi, dans mon questionnement sur la théorie des catégories, les topos et les protéidiques, il y a vraiment cette question de savoir si on peut donner un statut assez éliminé qui tourne avec la progression du savoir. Même sans aller chercher les différents psychanalystes, si vous prenez les différents moments d'élaboration de Lacan, vous voyez qu'il y a des choses qui disparaissent, et puis... alors, les lacaniens essayent de tout recoller les morceaux, parce qu'il y a en même temps une certaine cohérence, c'est vrai, puis en plus ça correspond justement à la dynamique de la cure. Mais cette horreur de la nouveauté, du mouvement nouveau, de trans, de ça, cette, je sais pas, horreur viscérale qui est détectable chez certains lacaniens. C'est eux en tant qu'individus ou c'est la... Non, les associations, en fait, ont un fonctionnement groupal. Et le groupe a besoin d'une doxa pour fonctionner. Et donc, dès qu'on dit des choses qui sont contraires à cette doxa, soit on se fait agresser, ah oui, donc c'est un doxa quand même. Soit les gens font comme si vous n'avez rien dit, s'ils veulent rester polis, ils attendent un moment et ils passent à autre chose sans rien dire. Mais le fait est que, il y a un enjeu vraiment fondamental. Ce que je vous disais sur la possibilité éventuelle de prendre les différentes formulations de psychanalystes importants, par exemple Winnicott, par rapport à ces questions d'avant-stade du miroir, il a apporté des choses extraordinaires, dont certaines collègues qui ont une théorie tout à fait novatrice sur la question. Mais, le fait est que pour ne pas se faire agresser ou pas se faire exclure du champ de dialogue en abordant des points qui semblent bouger la doxa, c'est très très difficile. Tu comprends, oui. Mais en même temps, il suffit de vouloir être lacanien comme Lacan a été freudien. C'est clair que Lacan, sa manière d'être freudien, il n'a pas cherché à retomber tout le temps sur toutes les pattes de la théorie qu'avait dit Freud. Freud d'ailleurs ayant dit lui-même que la vérité psychanalytique, elle résidait dans le fait de pouvoir interpréter, de pouvoir élaborer une clinique qui ne s'expliquait pas avec la théorie qu'on avait, et de pouvoir en penser quelque chose, et quand ça sert en plus à l'interprétation et que ça a des effets psychanalytiques, c'est là que réside la vérité psychanalytique. Alors qu'à partir du moment où on a une option plus structurale, on est beaucoup plus sur des questions avant tout de cohérence, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lacaniens qui ont du mal à ne pas raisonner de manière binaire, soit on se veut complètement lacanien, et pour le prouver dans une association, on doit suivre la doxa, soit... J'aurais juste deux petites remarques. Une sur l'autisme, et là c'est simplement un peu de publicité pour le livre de Florian que je trouve très bien. Je vais peut-être l'écrire, hein. Peut-être vous l'avez. C'est un ami autiste qui se dit autiste, alors, mais autiste très fonctionnel, qui a écrit un livre et que moi je trouve effectivement, je l'ai lu, il est très court, il est très rapide à lire. Donc ça s'appelle Mes labyrinthes, ça vient de sortir. Et donc l'auteur est... Enfin, l'auteur, j'ose pas dire est autiste, mais enfin, oui, se donne comme autiste. Et franchement, je trouve que c'est bien écrit, et je serais très content de savoir ce que penserait quelqu'un qui voit beaucoup d'autistes. Enfin, moi, j'ai une clinique avec les autistes, j'en ai eu avec les tout petits et maintenant avec des enfants et des adultes, mais aussi je lis beaucoup de témoignages, parce que tout de même, c'est fou ce qu'ils nous disent. Il y en a certains qui ont fait des témoignages vraiment extraordinaires, et le fait qu'ils soient... maintenant, ils commencent à être plus lus tout de même, par les psychanalystes qui s'intéressent à l'autisme. Mais ça a pris du temps, alors que vraiment, ça... Et puis, il y a des exclusions qui m'étonnent. Par exemple, les autistes ont tendance à supprimer la subjectivité. Ils ont tendance à ne produire que des énoncés qui sont objectifs et qui n'appliquent rien personnellement. Et donc, la subjectivité, elle est
au maximum dans la sexualité. Mais en fait, dans ces témoignages, il y a des choses qui montrent comment ils ont pu essayer de construire quelque chose, de suivre le fil du sexuel. Mais ça, j'en entends jamais parler. Donc, il y a un vrai refoulement, mais qui va avec la question de rationalité et comment dire, de la congruence entre la position autistique et la science moderne. Il y a tellement la cote, hein, je veux dire, même les fondamentalistes religieux et les islamistes, par exemple, ils disent que ce qu'ils racontent est cohérent avec la science moderne et que Mahomet... L'autisme, c'est une prépondérance du yang. Comment? L'autisme, c'est comme une prépondérance du yang dans le sens de grothétique. Rationalité. Oui, mais alors vraiment, effectivement, suppression de l'émotion. On peut le dire dans ces termes-là. Mais tout de même, on n'avait pas idée qu'il puisse y avoir une telle exclusion de la position subjective. Les refoulements que Freud a mis en évidence, tout de même, il y avait des choses qui en montraient la possibilité avant. Mais Freud connaissait l'autisme. Comment? Non, il ne connaissait pas l'autisme. Ça n'avait pas été découvert encore. Et pour toi, Grothendieck était autiste, quelle est la relation? Non, Grothendieck, s'il y a une structure, ce serait qu'il serait plutôt du côté de la psychose. Mais je dois dire qu'il y a pas mal d'éléments qui vont dans ce sens-là, entre autres ce que je disais par rapport à l'absence d'interdit sexuel, et puis ce rapport à Dieu qui est le même, qui s'adresse à tout le monde, ça clairement. Mais en même temps, je serais très curieux de voir les écrits qu'il a. Il a tout de même écrit quelque chose de structure de la psyché. Oui. Franchement, j'aimerais bien lire structure de la psyché. Et puis, même ce qu'il raconte sur le mal, je serais curieux de voir ce qu'il raconte, parce que ce qu'il raconte, par exemple, sur ce qu'il a appelé l'enterrement de son œuvre, comment dire, il décrit, alors, on ne sait pas, je veux dire, quels sont les moments où il en a une interprétation paranoïaque, mais je dirais là, paranoïaque au sens où tout le monde ne peut qu'avoir une interprétation paranoïaque, et que le stade du miroir, qui est fondamental pour tout le monde, justement, ça fonde une connaissance paranoïaque à la base. Donc on a tous un rapport à la paranoïa. Et donc je serais très curieux de voir jusqu'où est allé Grothendieck, parce qu'il a une position particulière par rapport à la religion, qui fait qu'il peut, enfin, dire, dans le côté qui extérieurement paraît totalement psychotique dans son isolement, écoute, il y a des ermites religieux qui... Est-ce que le rapport à la paranoïa et l'homosexualité ont été, est-ce que le rapport à l'homosexualité a été éliminé par Lacan, ou du moins... Lacan, il en parle très peu par rapport à Freud. Oui, tout à fait. Il ne va pas de ce côté-là. Moi, ma deuxième remarque, c'était plutôt sur la philosophie, c'est-à-dire... On parlait de la paranoïa, là. Seulement de la paranoïa. Vous posez la question sur la... Mais là, je reviens juste à la philo. Alors d'abord, un petit coup, c'est pas de la publicité, mais il se trouve que... À l'heure actuelle, on s'est d'abord rendu compte que dans l'organisation du corps, il faut se souvenir que pour Freud, le moi, c'est d'abord un moi physique avant d'être un moi psychique. Et on s'est rendu compte que dans l'organisation du corps, il y avait une vraie absence d'organisation, justement pour qu'il constitue une unité. Et puis maintenant, on en est aussi à se rendre compte que dès le stade fœtal, en fait, il y a ce qu'on appelle les mouvements généraux. C'est les mouvements qui sont spontanés, qui ne sont pas une réponse à quelque chose, mais qui sont les mouvements spontanés. On se rend compte qu'il y a une pauvreté de registres, il y a une petitesse des mouvements, une stéréotypie déjà qui est plus grande chez ceux qui sont de familles où il y a déjà des autistes et qui, à la naissance... il y a des recherches scientifiques qui sont en train de se faire pour poser ça clairement, mais il semblerait que pour en tout cas un certain nombre d'entre eux, le problème se pose biologiquement dès là. Mais il faut voir qu'en même temps, ça s'accompagne tout de même de ce qu'on commence à avoir des recherches sur ce qui se passe au stade fœtal, et qu'il y a des prix Nobel qui disent, à partir de l'épigénétique, que en
fait, le corps se construit à partir des relations et pas l'inverse. Et que le cerveau se construit à partir des relations qui existent et pas l'inverse. Donc il y a tout un champ là qui est en train de se découvrir, auquel la plupart des professionnels résistent parce que chacun veut avoir son domaine de compétence et pas s'embêter avec ce genre de considération. Mais je pense qu'il y a justement un enjeu conceptuel absolument fondamental dans ces questions-là. Juste pour reprendre quand même, il y a un domaine immense qui n'a rien à voir, enfin qui est en dehors de la psychanalyse, qui s'appelle la philosophie, dont on ne parle pratiquement pas. Et je pense quelque part avec juste raison, c'est-à-dire que c'est très étonnant. Alors s'il y a des gens qui sont... on parle non, ici, non, on en parle beaucoup ailleurs. Mais ce que je veux dire, ce qui est très étonnant dans ce discours, c'est que je suis complètement d'accord sur le fait que le thème essentiel du séminaire, ce serait désir et rationalité. Mais qu'en même temps, si on a des phénoménologues qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ne nous écoutent pas, mais c'est pas très grave, entre intentionnalité, qui est quand même la première maxime de la phénoménologie, c'est chaque fois qu'on pense à quelque chose. Ça s'appelle intentionnalité. Entre intentionnalité et désir, il y a une énorme distance, en fait, qui évidemment, la phénoménologie moderne essaye toujours de raccourcir ou de suturer par beaucoup de choses. Par exemple, je sais pas moi, Jean-Luc Marion fait un livre sur la révélation en disant que c'est, je sais plus comment il appelle ça, une intentionnalité saturée, choses comme ça. Donc on peut essayer de récupérer des concepts qui sont plus ou moins psychanalytiques à partir de la phénoménologie, mais ça me paraît assez évident, et là, quand même dans ton sens, que la psychanalyse est quand même beaucoup plus pertinente que la phénoménologie quand il s'agit d'aborder Grothendieck pour des raisons de fond. C'est-à-dire que désir, liberté et rationalité sont vraiment le noyau de ce dont parle Grothendieck. En même temps, bon, moi, je sais plus, c'était l'année dernière, j'étais intervenu au début justement pour défendre la philosophie, parce que je pense qu'il y a un enjeu culturel important autour de la philosophie. Marion, avec le peu que j'en connais sur la question de l'amour, justement la question de l'amour, elle me paraît absolument primordiale dans les questions que je suis en train de traiter. Donc, disons... non, je ne sais pas du tout que je pense qu'il y a des ouvertures possibles. Sans doute. Mais je crois que... D'ailleurs, je souhaiterais beaucoup qu'il y ait des ouvertures possibles, il y a même en personne. Oui, il y a des philosophes qui n'envisagent pas de faire de la philosophie sans s'appuyer sur la psychanalyse. Enfin, je crois que c'est des questions qui sont, qui mériteraient d'être traitées avec justement ce point que j'essaye de rendre plus visible, de ce qu'il y a toujours quelque chose qui disparaît. Alors bon, c'est un thème qui est ancien, mais je trouve qu'il mériterait d'être d'autant plus reformulé que dans le champ même de la psychanalyse, ça a une histoire. C'est-à-dire que pour Freud, l'inconscient, c'était le refoulé au départ, et puis après il s'est rendu compte qu'il y avait un inconscient plus structurel que ça, et qu'il l'a lié à l'histoire de l'humanité. Mais avec l'abord lacanien qui est structurel, on voit que la question du refoulement tend à disparaître. Le psychanalyste qui avait organisé 2 colloques sur Lacan et Grothendieck, qui est un lacanien extrêmement rigoureux et très grand connaisseur de Freud et de la philosophie, la logique et ainsi de suite, il a fait un livre sur les négations freudiennes qui doit faire 8 ou 900 pages, et il n'y a pas le refoulement dedans. C'est à l'intérieur des textes, puisqu'il cite Freud, donc il y a refoulement, mais ça n'est tête d'aucun chapitre, alors qu'il traite des négations freudiennes, et ça n'est même pas dans le glossaire qui fait 12 ou 15 pages pour les traductions de refoulement, Ferdinand. Et ça, comme je le dis, je veux dire, la personne dont je parle, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui même moi, pour ma pensée, je me suis formé à Lacan avec lui, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, et qui produit une théorie tout à fait intéressante. Mais n'empêche que ça fait disparaître la question du refoulement, et ça va avec la question politique, parce que la question du refoulement, c'est la question du moment actuel.
le fait qu'on refoule dans l'actualité toujours certaines choses et qu'on peut se poser des questions sur ce qu'on refoule. Et entre autres sur les questions institutionnelles, ça fait éventuellement aborder les choses différemment. Donc je pense qu'il y a comme ça des questions qui tournent et qu'il serait important de mieux repérer justement cette structure de ce qui s'élimine et de ce qui est à la lumière. Alors, je propose que tu reprennes. Moi j'ai quand même une petite question d'abord pour toi, Pierre. Pourquoi est-ce que tu fais jouer ensemble phénoménologie et psychanalyse, quitte à les opposer d'ailleurs? Disons simplement. Parce qu'il y a plein de... Parce qu'Aki Grothendieck n'appartient à personne, mais bon, il devrait d'abord être pris en compte par les épistémologues et les philosophes des sciences, dans la mesure où... Oui, mais pas forcément par les Mais phénoménologues. ensuite, quand même, peut-être par les phénoménologues. Peut-être pas, hein, peut-être par d'autres philosophes, mais enfin, évidemment par les philosophes analytiques. Ils essaient d'expliquer comment le mathématicien procède et pense. Si tu veux, on parle. Non, mais si tu veux... On a l'impression que les épistémologues, les philosophes des sciences, les philosophes analytiques vont pas avoir, je le dis un peu méchamment, mais vont avoir difficilement les moyens de s'intéresser à ce que raconte Grothendieck. Je le dis peut-être un peu durement. Maintenant, les phénoménologues... Oui, pour les philosophes analytiques, pas tous les épistémologues, tu vois, mais oui pour... Oui, alors, bon, maintenant, les phénoménologues, il y en a que ça pourrait intéresser, comme Richir, ça l'intéressait, pas Grothendieck lui-même, hein, puisque bon, je ne vais pas connaître, mais enfin, il y a des phénoménologues qui peuvent s'intéresser, entre guillemets, aux sciences, avec des guillemets. Mais je n'ai pas l'impression... Enfin bon, vous me direz, mais que c'est quand même deux mondes qui restent assez séparés. D'ailleurs, je crois pas... Je ne sais pas qu'est-ce que Husserl avait lu de Freud, j'en sais rien, j'ai l'impression qu'il s'en gardait, en fait. Aussi bien les écrivains comme Proust que les phénoménologues, à commencer par le premier, Husserl, se gardaient de la psychanalyse, en fait. Proust n'avait pas spécialement envie d'en lire, et Husserl non plus, en fait. Et c'est resté quelque chose qui est... Voilà, on a l'impression qu'il y a deux... Bon, il y a communauté, mais que c'est très difficile de faire le lien. Cela dit, voilà, ce serait très bien. Il devrait y avoir beaucoup plus de philosophes dans cette salle. Ou ici. En Zoom. Enfin bon, ça c'est... Bon, tu nous reprends, Oui, alors bon, là, je vous ai dit déjà un certain nombre de choses, donc je ne vais pas reprendre. Savoir simplement tout de même que du côté de Lacan, il y a un concept qu'il a introduit en 71, enfin un concept, une notion qui est la langue, un mixte de l'allation et du dictionnaire Lalande. Et cette la langue, tout de même, ça lui a permis, avec en plus le nœud borroméen, justement, et l'équivalence de l'imaginaire, enfin la même valeur pour l'imaginaire que pour le symbolique et le réel. Et puis aussi avec l'affirmation que parler est une jouissance en tant que telle, alors qu'avant c'était plutôt pour qui parle comme tel, la jouissance est interdite, même s'il y a deux sens à ça, mais tout de même ça ne va pas du tout dans le même sens de reconnaissance de ce qui est mis en lumière. Donc il y a des moyens lacaniens de reprendre ces questions-là, mais le fait est qu'autour de la valeur de l'imaginaire, c'est là où on rencontre des grandes résistances, et il me semble que ça va bien avec ce que Grothendieck connaît bien lorsqu'il explique que c'est un vrai lit de Procuste, le fait que la plupart des gens raisonnent de manière binaire et qui pensent que si vous ne soutenez pas blanc comme eux, c'est que vous soutenez noir. Et donc autour de ce rapport premier à la cohérence se joue la possibilité que la vie soit autre chose qu'un chaos absurde. Clairement, il y a toute la question de la socialisation derrière. Mais je voudrais aborder un dernier point qui pourrait ruiner sinon le recours justement à Grothendieck et beaucoup chez les psychanalystes, c'est le fait qu'il peut être classé psychotique. C'est un classement psychiatrique qui a une pertinence pour jauger certains mécanismes psychiques et le risque éventuel de déclencher un délire, mais c'est surtout un jugement médical. La médecine permet de classer les gens comme malades et en se prétendant du côté du bien, renommer santé et normalité. La maladie étant à éliminer, la parole du sujet qui en est porteur est facilement évacuée avec une caution soi-disant scientifique, mais pour des raisons refoulées justement. Au contraire, la psychanalyse, ça repose sur l'écoute de la parole et la reconnaissance de ce qui n'est pas applicable explicable, avec le savoir habituel pour en tirer les enseignements.
Mais donc, psychotique, ça ne veut pas dire, avec les réserves que je vous ai dites, en plus sur ce terme, mais concernant Grothendieck, mais ça ne veut pas dire que tout ce que Grothendieck écrit est délirant, loin de là, ou plus précisément, pas plus que ne l'est l'inconscient, ou toute imagination si on ne la distingue pas de la réalité. Et la réalité unifiée, c'est une croyance structurale, possiblement délirante si la version qui en est affirmée socialement conduit à ignorer ce qui se présente comme réalité incontournable à d'autres et à en minimiser la portée. La vérité qui y est rattachée à valeur universelle, comme dit Lacan dans son sophisme du temps logique, on n'est que seul si on n'est pas tous à toucher au vrai. Mais quand il dit aussi qu'aucun n'y touche sinon par les autres, il nomme ce dont Grothendieck cherche à se passer, ce recours nécessaire aux autres, en instaurant ce Dieu si particulier, si féminin dans la primauté de ses figures, avec lequel il dialogue. Mais l'idée de réalité, elle est fondamentale, interne à la parole, pour pouvoir distinguer, selon le processus secondaire et un principe de réalité, ce qu'un sujet peut et doit admettre de percevoir pour le distinguer d'une éventuelle hallucination servant à retrouver un objet qui a satisfait. Et cette perception, elle peut recevoir des interprétations différentes selon les points de vue. Le principe de réalité, il tend à être occulté par la découverte d'un au-delà du principe de plaisir pour certains psychanalystes et certaines associations de psychanalyse. Il est vrai qu'il y a un temps préalable à toute question sur la réalité, correspondant à cet au-delà inconscient, fondamental pour les cures psychanalytiques, mais ça ne devrait pas pousser à ne plus tenir compte de ce qui existe ou pas dans le champ de la réalité, avec ce que les rapports de force imposent, laissent exister, autorisent ou interdisent. La notion de réalité psychique, qui paraît une oxymore à certains, indique la nécessité de tenir compte d'une psyché toujours singulière, mais qui produit des effets sur ceux qui l'entourent, la voisine, et donc sur la réalité des autres. La réalité unifiée vient de ce que la mère parle pour son bébé en disant « je » à sa place, comme si elle était lui. C'est grâce à ce transitivisme langagier que le sujet entre dans la parole, lui fait confiance, pense son expérience à partir de l'évidence vécue de résolution de ces tensions sans avoir idée au départ du monde de différence que ça implique. Le transitivisme pousse aussi l'enfance à se retourner vers l'adulte pour confirmer l'idée qui lui est venue que l'image de lui dans le miroir est bien soi, la source qui a connu avant ce moment toutes ces expériences unitives de rencontres, de sensations et perceptions désagréables, agréables et parfois même extatiques, différenciant en acte, quoique sans représentation, la source origine de ces expériences de ce qui lui est extérieur. Croire que l'on peut penser comme quelqu'un d'autre en vient. Alors que la psychanalyse nous confronte plutôt au fait que quand on laisse quelqu'un dire tout ce qui lui vient à l'esprit, il ne pense jamais comme on pourrait croire. À partir de certains moments. Une affirmation, sur certains points on peut prévoir et d'autres points dont on ne peut absolument pas présager au départ, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on aurait pu imaginer. Cette même pensée pour deux provoque l'amour, comme lorsque Grothendieck rencontre Deligne et qu'il trouve en lui quelqu'un qui est prêt à apprendre de lui, mais comme il dit, qui semble en même temps toujours savoir déjà et comprendre ce que dit Alexandre. Le jeu de mots entre savoir et S''avoir y joue pleinement et on peut suivre dans Récolter semailles l'importance que Deligne a eue pour lui, la mathématique associée à l'amour, merveilleux, puis finalement déçu. Le bébé, au début, peut croire que la dénotation, c'est la seule fonction du langage à intégrer, un mot, une idée incarnée ou pas, binairement, avant de découvrir que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il peut dire qu'un chat fait wawa et un chien maou, ou qu'une chatte, c'est pas seulement l'animal habituel, mais ça peut être une évocation du sexuel, ou que moi, c'est moi et toi, tais-toi, pose une question sur les relations entre individus. Ces apprentissages se font en même temps qu'il appréhende plus ou moins douloureusement qu'il n'est pas le centre du monde et qu'il doit faire le deuil de la valeur phallique qu'il a représentée s'il veut avoir accès à la réalité adulte. La réalité constitue dans le discours concret transindividuel l'espoir de se mettre d'accord collectivement sur ce qui existe.
Elle se construit en toute méconnaissance de la structure subjective qui lui permet d'exister, ce qui rejoint la préoccupation mathématique de Grothendieck du processus subjectif qui disparaît pour produire des résultats partageables, valorisés socialement, dans leur valeur d'échange. La recherche d'une vérité collective qui serait la réalité se fait en refoulant le désir singulier, qui fait qu'aucun sujet ne pense vraiment comme un autre. Grothendieck en parle en termes de mathématiques qui a cette valeur d'une réalité collective cohérente trouvée par ses visions qui lui donnaient sa perspective structurale, mais que d'autres auraient trouvé s'il ne l'avait pas fait. Il y tenait car son expérience lui a montré que c'était le champ où personne ne pouvait défendre sérieusement un avis contraire à ce qui était démontré. Mais la foi y prime sur l'expérience. Et sa réaction à ce que les autres avaient fait de son œuvre indique que la singularité d'une vision par rapport à sa valeur universelle relève d'autres enjeux que la cohérence. Il a donc écrit en 90 à environ 250 destinataires pour annoncer sa certitude délirante qu'un nouvel âge, âge de libération commençant par le jour de la vérité, le 14 octobre 1996 arrivait, 20 ans moins un jour après que la méditation lui a fait réaliser qu'il y avait des résistances à la vérité en lui aussi et pas seulement dans les autres. Mais il est revenu sur cette lettre 2 mois après, et donc 6 ans avant la date annoncée, pour confesser qu'il s'était trompé, qu'il avait pris une convergence de révélation pour une certitude et que finalement cette convergence ne se confirmait pas. Il montrait ainsi avoir gardé une appréciation de la réalité basée sur la notion de cohérence dont il voyait la cause et la responsabilité en Dieu. Mais s'il restait délirant sur sa place dans le monde et les plans divins, se maintenant à une place d'unicité phallique par laquelle tout allait advenir, il ne voulait pas trop être l'exception, montrant ainsi de la conflictualité à l'œuvre en lui. Il compensait cette place unique sur Terre par l'idée d'une multitude d'autres univers où la même chose arrivait, avec donc d'autres uniques comme lui. On ne peut que constater comme ce qu'il poussait à des thèmes délirants, il n'agissait pas seul en lui, contrairement aux psychotiques pour lesquels il y a forclusion de ces ménagements de l'articulation du vrai et du faux. La question de la psychose, c'est celle des rapports entre la pensée individuelle et les croyances collectives permettant de faire ou pas société à partir de ce discours. Ça implique autant les comportements sociaux, acceptés ou interdits, que l'individualité singulière. Les signifiants maîtres autour de quoi une pensée partagée s'organise sont liés à ce qu'elle refoule, car ces signifiants évoquent les satisfactions pulsionnelles que la pudeur écarte, mais qui tendent toujours à trouver l'expression, et ce que les traumatismes poussent à éviter dans le discours concret, selon le principe « on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu », tout en initiant en fait des répétitions qui s'en approchent. Ce sont les signifiants pour lesquels on vit, où on serait éventuellement prêt à mourir. C'est ce qui forme les évidences de chacun, l'idéologie, la sensibilité éthique et rationnelle, la religion ou la philosophie, bref, le point de rencontre du symbolique avec le réel. C'est ce qui travaille Grothendieck dans sa recherche d'échapper à la peur, affect intime dont il s'étonne que personne n'en parle, alors qu'elle lui est devenue une notion consciente depuis qu'il a réussi à y échapper, en évacuant l'angoisse consécutive au traumatisme de son enfance. Les espoirs peuvent paraître fous aux yeux de qui ne les partage pas, mais ça ne les empêche pas de produire éventuellement un abord plus sérieux d'un réel, un discours qui fait société, fondé sur ses signifiants maîtres. Les grands penseurs peuvent être de structure névrotique, psychotique ou autiste. Certains ont révélé des préoccupations religieuses ou métaphysiques qui les motivaient très éloignées du sens commun, mais fondamentales pour eux. La formulation d'une même vitesse des corps dans le vide, quelle que soit leur masse, a paru folle à beaucoup de monde, tant que les expériences qui montrent la justesse de ces conséquences n'en ont pas imposé l'idée. L'idée que le vrai implique toujours le vrai peut paraître aussi délirante. Qu'il soit vrai qu'une proposition vraie sur les tortues des Galapagos implique une proposition vraie sur les coiffeurs parisiens, ça semble très bizarre et ça relève d'une foi en la vérité que nulle expérience ne confirme. Pourtant, ces propositions ont fait avancer le savoir et la pensée. Donc, les mathématiques de Grothendieck, si elles sont bien solides, ouvrent à des compréhensions nouvelles, quel que soit ce qu'il en a fait personnellement. Freud d'ailleurs a signalé comme l'humanité a eu besoin de développer des formations délirantes comme celle de la religion
qui sont inaccessibles à la critique logique et contredisent la réalité Mais la effective. religion, c'est une psychose. C'est pour ça que je signale que le terme psychotique, tout de même, si on le prend comme une chose en soi, c'est une vraie... Comment dire, ce qui fait la différence, quand on parle de psychose, c'est parce qu'on voit ce qui se passe pour un individu et que ce qu'il fait n'a rien à voir avec, ce que font les autres. Mais en fait, il y a des gens avec qui tu parles qui ne sont pas psychotiques, s'ils sont d'une autre culture, ils peuvent te révéler des croyances qui vont qui vont te paraître complètement aberrantes. Quand est-ce qu'on est psychotique et quand est-ce qu'on l'est pas? Mais c'est pour ça que je signalais que c'était avant tout un terme psychiatrique et que c'était pas forcément si pertinent que ça de le prendre comme une entité qui existe en soi sans l'interroger justement, comme d'ailleurs a commencé à le faire Lacan avec Joyce. Comment dire, ça doit pouvoir se décortiquer autrement. Moi, j'étais il y a quelques mois très surpris d'entendre les croyances d'un ami antillais sur les Haïtiens qui ne prennent jamais l'avion mais qui voyagent grâce à la bassine et le recours ou des choses sur la mort qui n'existe pas et la manière de tuer les gens. Enfin, je sais pas la différence. Non, mais c'est pour dire que on peut commencer à mettre le doigt sur la différence. Moi, je pense qu'on peut commencer à traiter ces questions à partir de justement la foi que nous, on a eue dans la rationalité et comment on est en train de détruire la Terre tout de même à partir d'une science qui ne nomme en rien ce qu'elle permet de faire disparaître. Ça rejoint d'ailleurs un peu une préoccupation de Grothendieck, mais je pense que cette question de ce qui pourrait avoir un statut dans le savoir, l'éliminer qui pourrait avoir un statut dans le savoir, je pense que ça permettrait de prendre des questions écologiques, par exemple. J'entendais justement ce matin qu'il y a un mathématicien, Boulot, je crois, qui travaille les questions écologiques d'une manière tout à fait intéressante, à partir des mathématiques et des combinatoires. Ce qui est vrai quand on lit Survivre et vivre, c'est qu'on s'aperçoit que l'écologie pour Grothendieck, c'est vraiment plutôt un corollaire de sa conviction antiscientiste. C'est beaucoup plus, c'est vraiment un corollaire, si je puis dire. Il y a d'abord l'antiscientisme, il y a des articles très intéressants dessus dans Survivre et vivre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou on pourrait imaginer au départ. Et puis l'écologie, c'est une sorte de corollaire, en fait. Oui, mais il a dû... Enfin, parce que il faut voir que la science qui est première, quoi. La science... qui n'est pas première, qui est en cause d'abord. En même temps, il n'a pas commencé par ça. C'est la même chose que dans la psychanalyse. La psychanalyse, on peut trouver comme ça une histoire, mais on la construit toujours dans une progression, régressivement. Et donc c'est là où il y a quelque chose qui se passe par rapport au temps, qui à mon avis mérite d'être repris et pour lequel, d'après ce que j'ai entendu, tout de même, les mathématiques peuvent dire des choses nouvelles qui permettent d'échapper justement à la chronologie d'une manière rigoureuse. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, qui veulent servir des mathématiques, que les mathématiques disent quelque chose sur leur objet, alors que les mathématiciens peuvent vouloir exactement l'inverse, c'est-à-dire que ces gens-là, par exemple les psychanalystes, disent quelque chose sur les mathématiques. Alors bon, cela n'est pas c'est pas contradictoire. Je réponds et puis mon idée tout de même, là vous entendez que par exemple j'ai donné un symbolisme primordial lié au traumatisme de Grothendieck dans son enfance pour expliquer son jugement esthétique sur les mathématiques. Oui. Mon idée, c'est tout de même de progresser dans la compréhension de ce qu'est la théorie des catégories et de ce que sont les topos et les faisceaux et ainsi de suite, pour mieux saisir la jonction entre ce qu'a été Grothendieck, tel qu'il en a témoigné dans ses livres, et puis ce qu'il a fait comme mathématique. Je crois que le boulot dont vous parlez, c'est Nicolas Boulot, non, qui a écrit un livre avec Dominique Bourg. Je pense que c'est lui, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit ouais, c'est ça. Oh, oui, ça. Plusieurs remarques. La religion, c'est quand même pas la spiritualité. Il y a une dimension sociétale de la religion.
Et Grothendieck est beaucoup plus dans la spiritualité de ce point de vue-là que dans la religion. Mais on voit comme là, ça a toujours été justement une question pour les spirituels. Est-ce que je vais dans un désert ou dans une grotte et je communique avec personne? Est-ce que je laisse venir à moi certaines personnes? Est-ce que je vais finalement dans des monastères qui seraient des collectifs de spirituels? Est-ce que je vais être prêtre Donc c'est une vraie question et qui rejoint des questions qui se sont posées, qui se posent par exemple par rapport à Lacan. Je pense que Lacan a une position par rapport à ça qui a des conséquences dans les formulations mêmes qu'il nous a laissées, qui sont pertinentes pour la cure, mais qui ont des implications sur la politique qui sont rarement dégagées par les lacaniens, qui préfèrent pas trop y penser. Alors moi, je pensais pas vraiment à Lacan, je pensais plus, par exemple, à Latour ou encore récemment à Hartmut Rosa, qui défendent cette idée que finalement Dieu est assez secondaire dans la question peut être assez secondaire dans la question du religieux, parce que le religieux c'est ce qui soude une communauté, et donc dans le bouddhisme, le fait est que c'est un tout autre rapport à la religion et qu'il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit en fait pour avoir une pratique bouddhiste et que c'est pas leur préoccupation, enfin le système conceptuel autour. Mais cela dit, là-dessus, je signale que tout de même, justement, les bouddhistes, récolter semailles, ça vient tout de même d'un prêtre bouddhiste du XIIIe siècle, Nichiren, qui a fortement marqué Grothendieck, et qui disait que Bouddha, c'était l'enseignement, non, c'était les récoltes de l'enseignement, et que lui, son enseignement, c'était l'ensemencement de l'enseignement. Donc on voit comment récolter semailles, tout de même, il y a ça. Et chez Grothendieck, il y a, alors, d'après les échos que j'en ai eu tout de même, et ce qui m'a été dit, le fait est que les formes chrétiennes de religion ont pris de plus en plus d'importance, ainsi que ça. Mais pas les dogmes proprement. Oui, pas parce que la question des dogmes, c'est encore autre chose. C'est extrêmement important. Il y a énormément. Oui, bien sûr. Socialement, c'est très important. Mais la plupart des gens qui croient, en fait, ils ne sont pas du tout attachés au dogme. Il y a des tas de gens, par exemple, qui se disent chrétiens. Si on leur demandait de soutenir tel ou tel dogme, je veux dire, ils n'y adhèrent pas. L'organisation sociale, justement, n'a pas besoin d'un rapport soutenu à la rationalité. Mais je dirais que, c'est la même chose qu'un tennisman, par exemple, qui va avoir son rituel avant de lancer son coup. Rationnellement, souvent, il n'explique pas, la question n'est pas là. Au moment des actes, les gens se mettent à montrer des croyances qu'ils ne soutiennent absolument pas rationnellement. Et moi, ce qui me gêne si vous me permettez, ce qui me gêne quand j'entends ça, c'est le fait d'instituer une forme de hiérarchie entre des croyances qui sont considérées comme étant naïves, irrationnelles, et des types de représentation du monde qui ne le seraient pas. Où vous m'avez entendu dire qu'il y avait une hiérarchie? Je crois l'entendre. Je crois. Non, dans mon idée, pas du tout. Et quand vous parlez de votre ami antillais et que vous vous en amusez, qui a des croyances un peu étonnantes de votre point de vue, il me semble qu'il y a une hiérarchie quand vous dites ça. Pas du tout. Il n'y a vraiment aucun mépris. Mais parce que j'ai dit du mépris, j'ai dit la hiérarchie. Oui, mais je veux dire, ce à quoi moi ça m'a confronté, c'est le fait qu'on a partagé des tas de choses en commun, et que c'est vraiment quelqu'un avec qui je passe de très très bons moments. Je vous raconterai, c'est un rasta jardinier qui a un jardin merveilleux, qui fabrique des instruments de musique. Je pourrais vous raconter à quel point il m'a apporté beaucoup et on a beaucoup échangé, et de découvrir ses croyances pour moi n'implique pas une hiérarchie. Et d'ailleurs, il a une femme qui est bretonne. Par rapport à ça, ça pose des questions. Je veux dire, qui n'implique pas une hiérarchie du tout. Parce que moi, quand j'entends ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à l'anthropologie, parce que Pierre a parlé de phénoménologie, de psychanalyse, mais la question de l'anthropologie, j'étais en ligne la fois dernière, mais Claude Imbert l'a mentionné, parce qu'elle a parlé un tout petit peu d'Escola. J'en avais parlé aussi l'année dernière. C'est quand même assez fondamental. Ce
ce que font les anthropologues, et notamment ce que fait Descola, qui consiste à dire que voilà, la science, elle naît dans une ontologie particulière, qu'est le naturalisme, et il y a d'autres formes d'ontologie. Il y a l'animisme, il y a le totémisme, et puis l'analogisme. Je vais même vous dire que, de mon point de vue, Freud constate qu'il y a 3 interdits fondamentaux, du cannibalisme, de l'inceste et du meurtre. Et il dit qu'il n'y a que le cannibalisme qui a fonctionné. Pour l'inceste et pour le meurtre, on voit que ça reste encore très présent. Mais moi, je rajouterais que le cannibalisme, c'est la seule éthique dans laquelle il n'y a pas d'extermination. Que nous, on a produit la Shoah et d'autres exterminations possibles. Hein, les animaux, les soi-disant animaux qu'on fabrique, qui n'ont aucune vie animale, qui sont juste de la production de protéines, qui vivent dans 2 mètres carrés en étant difformes et tout, c'est tout de même un autre type d'horreur fabriquée par la science. L'éthique du cannibalisme, c'est qu'il n'y a pas d'extermination, il n'y a pas de disparition. Mon ami, quand je vous disais qu'il n'y avait pas la mort, c'est vrai que si vous êtes dans cette éthique-là, il n'est pas question d'exterminer quoi que ce soit, il est question au contraire de toujours maintenir, parce que justement les Allemands ont voulu faire aux Juifs, dans ce siècle qui était dominé par la stature de 3 penseurs juifs de langue allemande, Marx, Freud, Einstein, tout de même la pire horreur du côté de la science, ça a été la Shoah. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est interne à la civilisation, au travail de la culture, et je pense qu'il faut prendre les choses vraiment à ce niveau-là, et que pour traiter les questions écologiques, je ne dis pas qu'il faut redevenir cannibale, hein, mais qu'en tout cas, il faut donner plus de poids à la pulsion orale et à l'oralité, avec ce que ça suppose justement d'absence d'extermination. Modération un peu stupide. Est-ce que tu veux nous lire quelque chose ou on dit que on est au sein de la discussion? De toute façon, je vois que tu en as beaucoup trop. Oui, moi je pourrais faire 4 heures. J'avais beaucoup de choses, j'avais encore certaines choses à vous dire sur la question de la réalité, parce que justement, je pense que ce qui se joue dans les phénomènes amoureux qu'il y a tout à la naissance, il y a vraiment des choses à en prendre, et que Grothendieck tout de même est une piste intéressante aussi pour ça. Bon, il y a toute la question, comme j'ai dit, du yin et du yang, que j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler, parce que ça pose des vraies questions par rapport à la psychanalyse, par rapport aux questions cliniques et aux questions politiques aussi. Donc le fait est que... Alors, écoute, on t'accorde 10 minutes ou tu t'arrêtes? Peut-être qu'on est fatigué. Hein, oui, peut-être que vous êtes fatigué. Je regarde s'il y a quelque chose que... peut-être que je peux vous poser, alors je vais arrêter sur cette question de réalité, qui tient donc à la question, vous comprenez, du transitivisme et à ce qui est présent tout de même dans l'un, alors que normalement, au nom de la psychologie, ça ne devrait pas l'être, ça devrait être que dans l'autre. Alors, du transitivisme entre quoi et quoi exactement? Entre les sujets, ce qui se présente à la naissance, je pourrais vous raconter... ce qui s'appelle l'éducation aussi. Oui, mais je veux dire qu'il y a des phénomènes qui sont des phénomènes de télépathie, que, bien sûr, je ne dis pas que je crois à la télépathie, mais de devinement des pensées qu'on peut retrouver dans certaines circonstances, qui interrogeait tout à fait Freud, et qu'avec l'autisme, je pourrais vous raconter des choses sur la question, et aussi sur cette pensée qui ne sait pas comment elle surgit, je veux dire, le fait d'avoir des solutions à des problèmes rationnels, sans qu'on sache d'où ça vient, mais que tout de même on ait la solution et qu'on puisse la dévider. Alain Cohn, il nous a... c'est un peu ça. En fait, c'est à propos de Grothendieck, c'est un petit peu ça aussi le centre. C'est-à-dire comment est-ce que le désir et la rationalité la plus stricte, quoi, la rationalité des mathématiques peuvent tout à coup se mettre ensemble. Et c'est pour ça que, la grande invention de Freud, tout de même, c'est cette histoire d'association libre laissée à un sujet, et qu'il y a une vérité qui va en sortir et qui va lui permettre de résoudre
ces symptômes. Mais il faut voir qu'en même temps, pour en arriver à faire ça, il avait une position très scientifique. Donc je dirais qu'il y a une invention d'un certain côté, mais qui repose sur une question extrêmement rationnelle. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, si on n'était pas dans une société scientifique, ça n'aurait pas du tout eu la même résonance. Donc il y a quelque chose qui joue entre les questions libidinales et singulières du désir et puis la rationalité que je pense il y a à interroger. Je pense que la mathématique, du côté de la foi et de la consistance, il y a quelque chose effectivement de solide sur lequel tout sujet s'appuie. Je pense que les phénomènes que nous montrent les autistes, ce sont des phénomènes dont on n'a pas besoin d'interroger. À mon avis, on y gagnerait dès que les gens commencent à faire des choses avec leur corps et ça implique des phénomènes qui seraient expliqués plus facilement, mais fondamentalement, par rapport à une cure, on peut passer là-dessus. Du moment qu'un sujet a passé le stade du miroir et qu'il est rentré dans la parole, dans sa parole propre, il n'y a pas besoin de plus que ça, éventuellement, se consacrer à ces questions-là. Mais je pense que tout de même, elle joue pour tout le monde. Et d'ailleurs, dans les phénomènes, ce genre de phénomènes, il y a bien des sujets qui ne sont absolument pas autistes, qui ont affaire à ça à certains moments de leur vie, dans des conditions signifiantes particulières. À propos de certains moments de leur vie, est-ce que ça a un sens de dire, par exemple, quand on lit Récolter semaille, je ne sais pas, on détecte aucun psychose ou... Alors que quand on lit de la bonne nouvelle, on détecte. On voit tout de même que dans Récolte et Semaille, il fait des raisonnements. Enfin, on voit qu'il a une interprétation en termes d'être enterré qui est, comment dire... Mais c'est un sujet de traumatisme. Ça évoque un traumatisme, mais en même temps, le fait est que ça évoque des phénomènes qui existent réellement en institution. Oui. Le fait est que pour avoir la parole, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on dit quelque chose qui n'est pas dans la doxa, comment c'est soit rejeté violemment, soit il y a un silence pesant qui... Donc, je veux dire, il écrit des phénomènes, même s'il avait un point de vue un peu particulier par rapport à tout de même toute la beauté qu'il voit dans la cohérence. Je vous ai lu la formule là, très belle qui donne de la beauté mathématique qu'il pense qu'a sa vision et sa perspective. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait solide sur le quoi s'appuyer et qui est ce pendant rationnel de la psychanalyse qui est peu abordé parce que clairement la règle qu'on donne à un psychanalysant, c'est avant tout arrêter de vous préoccuper de rationalité, de conformisme et ainsi de suite. C'est vrai, on va dans ce sens-là et c'est comme ça qu'on apprend des choses. Mais il y a en même temps une cohérence. On voit bien que justement, on voit par exemple, l'analysant, il a l'impression de passer du coq à l'âne d'une idée à une autre. Mais en fait, nous, au bout d'un moment, et puis lui, au bout d'un moment, il y voit une cohérence, justement. Il commence à trouver le motif logique qu'il y a derrière ce qui lui semblait erratique. Donc, il y a une vraie question par rapport à la cohérence, sur laquelle il n'y aurait pas de travail psychanalytique. J'ajouterais juste un mot, qui est le mot métaphore. Parce que, effectivement, alors là, pour les anthropologues, honnêtement, je ne connais rien du tout, mais ce qui est sûr, c'est que aussi bien les phénoménologues que les psychanalystes sont un peu emparés de ce mot de métaphore, surtout Lacan, à travers les linguistes. Alors Ricoeur, je disais l'autre fois, Ricoeur reproche beaucoup précisément aux linguistes structuralistes, et d'abord à Jacobson, d'avoir quelque peu, on va dire, réduire la tropologie antique à métaphore plus métonymie. Et du coup, effectivement, Ricoeur et d'autres phénoménologues parlent beaucoup de qu'est-ce que peut être l'effectivité de la métaphore. Et alors, comme Anine a appelé son livre, que j'ai contribué à traduire ou commenter, pour se passer tout ce qu'on veut, les mathématiques comme métaphore, c'est vraiment, pour moi, c'est un excellent titre. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à comprendre aussi dans qu'est-ce que la métaphore, qui d'ailleurs très compliqué quand il s'agit d'intelligence artificielle, parce que c'est un peu l'inverse de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que la métaphore et pourquoi la métaphore? Pourquoi les mathématiciens
peuvent produire des métaphores qui sont solides, qui peuvent même empiler des métaphores, sans que tout s'écroule comme un château de cartes. Et par rapport à Grothendieck, moi ce qui m'a frappé, pour le peu que j'en ai compris pour l'instant, tout de même, c'est qu'il allait chercher finalement ce qu'on appellerait des data maintenant. C'est-à-dire qu'il allait chercher tout un tas de choses différentes pour les regrouper et justement les unir. Alors, je dirais justement que ce n'est pas des data, ce n'est pas des données, c'est des sources de métaphores. C'est-à-dire beaucoup plus. Nous, on appelle ça, en mathématiques, les gens disent un point, ils disent l'espace, ils disent un bord, là où il n'y a ni point, ni bord, ni espace. Très nettement, il n'y a pas de bord. Si les gens font de la cohomologie des groupes finis, il n'y a pas de bord. Ils disent l'espace quand ils parlent de top, et quand il n'y a pas d'espace, et ils disent un point quand il n'y a pas de point. Et pourtant, tout le monde non seulement dit ça, mais ça fonctionne. Donc je dirais je ne sais pas qui nous l'a appris, parce qu'il n'est pas le premier à le faire, mais ce qu'il faisait avec un génie extraordinaire, c'est d'aller chercher des métaphores. D'ailleurs, il le disait, hein. Il prenait quelque chose, un petit bout de mathématique qui était là, avec un vrai espace, des vrais points, des vrais bords. Il en faisait quelque chose il n'y avait ni point, ni espace, ni bord, ni rien du tout. Et pourtant, tout le monde, qui était vrai, enfin, au sens où il était cohérent logiquement, et en plus, les mathématiciens étaient d'accord que ces mots avaient quelque part un sens. Mais c'est pas faux ce que tu disais. Je dirais que c'est vraiment pas une histoire de données, mais et je dirais pas non plus qu'il allait le chercher, mais les gens lui parlaient. Je saurais peut-être des structures, des objets, certains objets. Et il avait ces pensées, mais il en parle de la même chose quelque part. Oui. Il faut que je comprenne. Et les mots pourquoi c'est la même chose. Il faut que je regroupe. C'est très frappant sur les mêmes mots. Vers un bord, on dit un bord. Oui, c'est ça. Ils cherchaient ce qu'ils avaient en commun. C'est pas exactement chercher des données, mais oui, collecter des trucs différents qui venaient d'endroits différents pour les mettre ensemble. Ça c'était bien dit en fait. Et sur ces questions-là, par exemple cliniquement, moi, avec l'autisme, je sais que dernièrement, il y a une collègue qui a raconté une cure où, avec ces idées en tête, j'ai justement pu repérer, en posant des questions, parce que j'ai une petite idée de ce que sont les points sensibles structurellement, j'ai pu repérer qu'en fait, grâce à Internet, s'était mis en place la structure qui lui a permis de commencer à envisager ce que je disais tout à l'heure, la présence dans l'absence et l'absence dans la présence. Et que, en fait, ça a commencé par quelque chose de très matériel. On voit que les autistes, par exemple, aussi, il y avait une psychanalyste qui est morte il y a quelque temps, qui avait repéré que pour se construire un corps, eh ben, ils intégraient des caractéristiques du mobilier. Donc, je veux dire, il y a des questions de rapports structurels qui passent à des catégories entre un humain et un placard. Généralement, on ne pense pas qu'il y ait de correspondance. Et pourtant... Les entreprises aussi. Et quand tu dis c'est incroyable tout à l'heure que si on demande à un autiste, on montre boule blanche et boule noire, et puis on dit lequel manque, il ne sait pas. Mais pour ceux qui... C'était pas un autiste. Là, c'est une question de débile. Il y a des autistes qui ont des problèmes aussi de c'est pas un phénomène. Mais ce dont je parlais, c'est le fait qu'il n'y a pas que des autistes. Ce dont je parlais, c'est comme le petit gamin que je disais, là, qui était complètement ahuri quand je lui dis qu'il ne pourrait pas se marier avec sa mère. C'est des enfants qui étaient débiles, profonds et moyens, qui n'avaient pas les structures intellectuelles. Ah oui, d'accord. Peut-être, alors on va, je ne sais pas si on peut On applaudir peut Jean-Claude. continuer. On peut pas, c'est difficile d'applaudir Jean-Claude par Zoom, mais enfin le cœur y est. Et moi, en tout cas, le cœur ici, pour éventuellement faire Donc je signe donc aux gens qui sont, je remercie les gens qui sont en Zoom actuellement, qui doivent nous entendre. Alors d'abord le 12 janvier, donc il y aura un exposé précisément mais d'un philosophe, Gaëtan Penny, sur les portes de l'univers, donc ça tombe bien, le yin et le yang. Le 26 janvier, il y aura aussi un exposé de Claude Imbert qui a un titre un peu étonnant, qui s'appelle De Frege à Wittgenstein, pourquoi s'y intéresser? Et je lui fais confiance que ça devrait être tout à fait intéressant. Voilà, et puis il me reste à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année.